Salut à tous et bienvenue sur Bresse des Bois, la chaîne dédiée à la cuisine en autonomie, à la cuisine au feu de bois, à la cuisine à l'ancienne. Aujourd'hui, on va parler cuisine et indépendance énergétique. La première question à laquelle on va répondre, c'est tout de suite non, t'es pas obligé d'avoir une chemise de cow-boy. On va s'intéresser à ce sujet parce qu'il est souvent négligé. On s'intéresse très souvent à l'autonomie, à l'autoproduction, voire même à des notions de survivalisme. Mais en temps normal comme en temps de crise, il faut cuisiner pour subvenir à tes besoins et à ceux de ta famille. Et nous, on est ultra fans de la cuisine au feu de bois. Pour nous, c'est la seule méthode de cuisine réellement autonome. Même si on est ultra fan d'un bon barbecue entre collègues en été, réduire la cuisine au feu de bois et faire griller quelques saucisses entre potes, c'est vraiment au-dessus de mes forces. Donc pour parler de ce sujet qui est quand même assez vaste, cette vidéo va être un peu différente de d'habitude. On va plutôt prendre un format de podcast, il y aura des images, de la vidéo, mais ce ne sera pas du tout essentiel. Donc vous pouvez continuer à écouter cette vidéo en travaillant, en bricolant ou alors en conduisant la bagnole. C'est pas un problème, vous pouvez mettre les écouteurs et continuer ce que vous êtes en train de faire. On y va pour ce premier podcast intitulé Cuisine en autonomie. C'est parti! Quand on commence notre parcours vers plus d'autonomie, tous ceux qui s'y sont intéressés, qui s'y intéressent en cours, qui ont commencé une démarche d'autonomisation ou pas, on va tous forcément être amenés à se pencher sur nos besoins en nourriture. Que ce soit sur le net, sur YouTube, sur des blogs, en écoutant des podcasts qui traitent du sujet, la cuisine en tant que telle, c'est un sujet qui est quasiment jamais abordé. Si vous êtes quelqu'un, on va dire, plutôt axé autonomie, autoproduction, retour à la nature, vous allez très facilement et naturellement cheminer sur Internet et sur YouTube et vous allez arriver sur des sujets comme l'autoproduction, comme la gestion d'un potager, la permaculture, la culture de champignons, même le séchage de vos récoltes, la production de vos semences, etc. Vous allez presque être noyé d'informations tellement il va y en avoir de disponibles sur ce type de sujet. Quels fruits? Quels légumes? Quelle variété? Pour quel climat? Rustique ou pas? Semences paysannes? Récolte tardive ou précoce? Est-ce que c'est un légume qui est gélif ou pas? Les associations de légumes, le paillage, le concept de forêt comestible, etc. Vraiment une multitude de sujets qui sont traités, mais quasiment jamais la cuisine. Si à l'inverse, vous arrivez dans ce milieu par le prisme du prepping, du survivalisme, de l'idée d'un système économique, logistique un peu fragile, un peu défaillant, une société qui n'est peut-être pas ou plus aussi apte à encaisser des crises qu'elle l'était par le passé, ou à encaisser des catastrophes de toutes sortes, alors naturellement sur le net, vous allez plutôt être orienté dans l'idée de vos besoins en nourriture pour vous et votre famille sur des thèmes comme le stockage alimentaire, comme les réserves d'urgence, voire les différents glanages, les plantes sauvages comestibles, la chasse, petit, grand gibier, le piégeage ou même la pêche. Ce qui est certain en tout cas, c'est que vous allez trouver énormément d'informations pour produire, pour récolter, pour stocker, pour conserver votre nourriture en autonomie totale. Mais jamais sur cette question simple, comment on va cuisiner au quotidien toute cette nourriture pour notre famille, sans gaz ou sans électricité. Petite parenthèse, pourquoi cuisiner sans gaz ni électricité? Le gaz est presque impossible à produire et à utiliser à l'échelle seulement d'une famille de façon sûre et sans risque. Je sais qu'il existe des systèmes un peu low-tech de production de biogaz, mais jusque-là, je n'ai pas du tout été convaincu par la faisabilité et la fiabilité de ces systèmes sur le long terme. Pour ce qui est de l'électricité, elle peut être produite, par exemple avec des panneaux solaires, mais il va falloir la stocker. Parce qu'il faudra faire la cuisine, même s'il n'y a pas de soleil. Et ça, c'est beaucoup plus compliqué. Ça demande un gros investissement financier, ça demande de la logistique, de la place pour le stockage de batteries, pour l'entretien des batteries,
Et entre nous, si vous arrivez à produire suffisamment d'électricité, vous allez préférer la garder pour faire marcher un frigo, pour faire marcher un congélateur, pour mettre la lumière dans votre maison pendant la nuit, plutôt que de gaspiller, de dilapider cette énergie dans des plaques électriques qui consomment vraiment beaucoup d'électricité. Donc voilà pourquoi nous, on va chercher à cuisiner sans gaz ni électricité. Tout simplement parce qu'on veut pouvoir le faire en indépendance énergétique totale, sans dépendre de personne, sans devoir rien à personne. Et bien souvent, quand on regarde une vidéo de cueillette de plantes sauvages, une vidéo de pêche un peu dans la nature ou même de piégeage en pleine nature, notre ami youtubeur ou instagrammeur, il a la solution clé en main. Il suffit de crapahuter dans la forêt, tu vas trouver du bois, tu vas pouvoir faire un petit feu de camp entre une pierre et puis la rivière. Et entre nous, c'est hyper sympa à faire de temps en temps entre potes, avec les copains, mais crapahuter dans la forêt, matin, midi, soir, avec ta femme, tes enfants, 7 jours sur 7, 365 jours par an, par tous les temps, surtout ceux qui sont bien pourris. Quand il va pleuvoir, quand tu seras sous la neige, là, ça va être une toute autre histoire. Donc, pour conclure cette première partie, oui, la cuisine au feu de bois, c'est la solution, la seule solution viable et durable. La cuisson sur le feu, ça a été la norme pendant des millénaires, et si on remonte tous un peu dans notre arbre généalogique, pas si lointain, je suis certain, on a un aïeul qui se rappelle de sa mère, de sa tante, de sa voisine, de sa grand-mère, faisant un peu un ragoût dans une marmite sur le feu de cheminée, avec des jambons et des saucisses en train de fumer à l'entrée du conduit, juste au-dessus du feu. Ce type de cuisine, elle permet une totale autonomie et une totale indépendance énergétique, pourvu qu'on puisse se fournir en bois. Et ça, c'est le point sur lequel on va se concentrer dans la prochaine partie. Le bois. Du coup, dans la première partie de ce podcast, on a vu ensemble que le gaz était quasi impossible à produire à l'échelle familiale. Et perso, je craindrais quand même que ça me pète à la tronche. On a vu que l'électricité, quand bien même on arriverait à la produire avec des panneaux solaires, on la réserverait sûrement à d'autres utilisations autrement plus essentielles, comme faire tourner un congélateur. On a bien entendu déduit que la cuisine au feu de bois, c'était de loin la meilleure solution pour l'autonomie. Bien sûr, pour cuisiner au feu de bois, il va nous falloir du bois, et pas mal de bois. Mais normalement, si vous visez l'autonomie, vous devez déjà avoir un avantage non négligeable sur ce point. Il y a quand même de grandes chances que vous chauffiez votre maison au bois. Et dans ce cas, vous avez juste à augmenter de quelques stères vos provisions de bois annuelles. Personnellement, pour ce petit podcast, j'ai fait le calcul un peu rapide. J'ai estimé que si je devais faire la cuisine toute la journée, pour tous les repas de la journée, complètement au feu de bois, je devrais réussir à m'en tirer, je pense, à 8 kg de bois par jour. Donc l'idée, ce serait de 4 grosses bûches de bois, une fois fendues, une fois taillées, pour faire plusieurs repas. Voilà, si on suit ce calcul, pour tous les repas de la journée, on devrait arriver à une consommation d'à peu près 6 stères de bois à l'année. Pour ceux qui ne savent pas, un stère de bois, c'est l'équivalent d'1 mètre cube. Il existe bien sûr d'autres moyens de s'approvisionner en bois, plus ou moins productifs, mais dans l'ordre, je dirais, d'abord récupérer son bois, en aidant les voisins, en aidant sa communauté. Un des bons plans qui existe souvent en campagne, c'est avec les agriculteurs qui ont des grandes surfaces à exploiter et qui n'ont pas toujours le temps de traiter tous les arbres de leur propriété. Donc un arrangement simple et courant, c'est d'abattre et de débiter les arbres pour eux, et ensuite vous faites 50-50 avec le bois récupéré. Une autre possibilité que personnellement j'utilise depuis plusieurs années, c'est de tailler les arbres des voisins, avec leur accord, bien entendu. En fait, de les débarrasser du bois. Par chez moi, on a pas mal d'anciens qui n'ont plus du tout la santé pour le faire eux-mêmes. Donc c'est un arrangement gagnant-gagnant, parce que de toute façon, ils n'ont que faire du bois, et ils n'ont plus du tout ni l'envie, ni forcément l'énergie pour traiter, pour tailler leurs arbres. Notamment par ici, ça va être du frêne, qui pousse beaucoup, qui pousse très vite, et qui va fournir du bois de taille de super qualité. Ce bois de taille, c'est celui que vous voyez un peu derrière moi. Voilà, ça va donner des petits diamètres, ouais, de ce genre-là. On va dire qu'on est principalement entre 2 cm et 5 cm maximum. Et en fait, ça ne le rend pas forcément intéressant pour le bois de chauffage. Et c'est pour ça que les gens veulent s'en débarrasser la plupart du temps.
Mais pour la cuisine, pour nous, c'est parfait. Parce que des petites bûches comme ça brûle entre 20 et 40 minutes. C'est léger, c'est facile à couper, c'est facile à manipuler. Et voilà, pour nous, c'est vraiment juste ce qu'il nous faut. Ensuite, si c'est possible chez vous, si la municipalité le permet, le propose, en fait, vous pouvez pratiquer ce qu'on appelle l'affouage. L'affouage, c'est un système qui date du Moyen-Âge et qui permet, en fait, moyennant le fait que vous payez une taxe à la municipalité, de couper du bois et de ramasser du bois mort sur une parcelle communale. La taxe étant largement moins élevée que le prix du bois récupéré, la mairie, elle n'a pas à s'occuper de l'entretien des parcelles, elle n'a pas à payer des agents communaux pour le faire, et vous, en fait, vous le faites pour eux et vous récupérez du bois de chauffage presque gratuit. Et enfin, pour finir, comme tout le monde dans la récup, vous pouvez gratter du bois à droite à gauche. Il y a les types bois de palette classiques, les cagettes, les caisses en bois. Voilà. Tant que vous vous assurez que ce bois-là, il n'est pas traité chimiquement. On pense souvent que ce type de bois-là, c'est un bois qui n'est pas de bonne qualité, parce qu'en fait, c'est pas un bois dense, c'est pas du costaud. Il va brûler vite, fort, mais pas très longtemps. Mais en fait, il peut servir très très bien dans deux situations. La première, c'est d'en faire du bois d'allumage pour démarrer un bon feu, pour mettre le feu à d'autres essences de bois un peu plus costauds. Et la deuxième, c'est pour des cuissons rapides. Et typiquement, c'est pour l'utilisation d'un rocket stove. Pour ceux qui ne connaissent pas, le rocket stove, ça fera sûrement l'objet d'une vidéo sur la chaîne. C'est un type de foyer que l'on peut fabriquer en fait en métal, mais couramment, il est fabriqué en superposant une quinzaine de briques. Et en fait, c'est un foyer qui va chauffer très fort, très vite et avec très peu de bois. Donc pour des petites cuissons rapides, comme on peut en faire certaines fois le midi dans la cuisine familiale, c'est vraiment top. Et enfin, il faut quand même se pencher sur un point qui est hyper intéressant pour la cuisine en autonomie, c'est la production de charbon. Voilà, produire du charbon chez soi, c'est une option très intéressante pour optimiser la cuisine, et en fait, c'est pas très compliqué. On dédiera une vidéo complète à ce sujet, mais dans l'idée, en fait, pour faire simple, on va remplir un seau ou un baril métallique, selon le volume que vous allez en produire. Il faut que ce baril, ce contenant, il puisse se fermer hermétiquement, et ensuite, vous allez tout simplement le faire brûler. Vous allez faire un feu tout autour de votre contenant, et moyennant quelques heures de carbonisation et quand même pas mal de fumée, au bout d'à peu près 2 ou 3 heures de carbonisation, à l'intérieur de ce contenant, quand vous aurez bien laissé refroidir pour pouvoir l'ouvrir sans risque, vous aurez un charbon parfait que vous aurez fait vous-même à la maison. Il existe plusieurs types de foyers possibles pour la cuisine au feu de bois que vous connaissez tous déjà. Le premier, c'est vraiment le plus simple, c'est un foyer extérieur type feu de camp. Des pierres qui sont disposées en cercle, un cercle assez grand quand même pour pouvoir y déposer au moins une poêle et une marmite côte à côte. C'est vraiment le minimum. Mais le mieux, c'est quand même d'avoir encore un petit peu de place pour pouvoir faire un petit feu, plus notre marmite, plus notre poêle. Comme ça nous permet en fait d'alimenter encore notre feu et de pouvoir encore se servir de la braise pour continuer à alimenter la zone qui nous sert à faire la cuisine. Nous, on fait la cuisine de tous les jours. On ne fait pas juste griller 3 saucisses. Donc, il nous faut un peu de place et aussi un petit trépied avec 3 branches de bois vert, une chaîne pour suspendre une marmite. Et là, on est bien, c'est parti. Ensuite, on a nos barbecues. Les barbecues classiques, ronds, carrés, rectangulaires, ou carrément les demi-chauffe-eau coupés à la disqueuse, tout ce qui se trouve au chantier ou dans nos campagnes, tout ce que vous voulez, tant qu'ils sont assez grands et assez costauds pour supporter des poêles, des casseroles en fonte, des Dutch oven, voilà, tout ce qui va nous servir à faire la cuisine. Viennent ensuite les barbecues fermés type Weber, vous voyez, qui sont très intéressants car ils offrent la possibilité en fait d'agir un peu comme un four, de conserver la chaleur à l'intérieur et de gérer la température en jouant avec l'arrivée d'air du barbecue. Et enfin, pour terminer, on va avoir la cuisine extérieure complète avec le four à pizza en pierre, le plan de travail carrelé, les grilles, les rocket stoves, bref, la totale. Perso, c'est un peu moi ce que je vise, mais c'est pas encore ce qu'on a pour l'instant. C'est quand même un gros investissement.
Alors si vous pouvez avoir, tant mieux, mais démarrer avec déjà un petit feu de camp ou un barbecue, voire les deux, c'est vraiment, vraiment top. En fait, le facteur le plus important pour le foyer extérieur, le plus décisif, celui qui va vraiment, vraiment jouer un rôle sur notre quotidien, ce ne sera pas le foyer en lui-même, en fait. Ce qui va faire la différence entre une vraie utilisation du quotidien ou non, ce sera si le foyer est couvert ou pas. Et donc, si vous pouvez utiliser ce moyen de cuisson au feu de bois par tous les temps ou non. Donc oui, effectivement, un foyer abrité par une pergola ou par un toit, ça va être indispensable au long terme pour l'autonomie en cuisine. Viendront ensuite les foyers intérieurs, type cheminée, poêle à bois ou encore cuisinière à bois, qui vont tous permettre de faire un peu de cuisine dessus. La cheminée étant la plus contraignante, si vous avez une vieille cheminée à l'ancienne, entièrement ouverte, là ça va être ok. Par contre, il est quand même très difficile de faire la cuisine dans un insert. Le poêle à bois ensuite. Si vous le choisissez correctement, c'est-à-dire plat, si vous ne choisissez pas les poêles à bois qu'on voit maintenant qui sont très longilignes, tout en hauteur, très esthétiques, mais qui vont pas permettre en fait de faire la cuisine dessus, tout simplement parce qu'on va pas pouvoir poser nos ustensiles sur le dessus. Donc voilà, si vous choisissez un poêle norvégien ou un bon vieux Godin bien de chez nous, plat, vous allez pouvoir poser dessus des poêles, des casseroles et des marmites pour cuisiner assez simplement et efficacement. Nous ici, c'est ce qu'on fait une bonne partie de l'hiver. Et enfin, dans la même veine, vous avez la cuisinière à bois. Et là, pour le coup, comme son nom l'indique, elle est conçue totalement pour faire la cuisine. Vous allez trouver dessus de 2 à 4 plaques chauffantes, un four pour des possibilités de cuisine illimitées. Voilà, le seul vrai bémol des foyers intérieurs, ça vient du fait qu'ils chauffent également la maison. Et du coup, c'est un gros plus en hiver, mais vous ne pouvez pas du tout compter dessus en été, à moins que vous vouliez avoir 35 degrés dans le salon. Donc, pour conclure sur cette partie, mon avis c'est que pour l'été, un foyer extérieur assez grand pour y placer une poêle et une marmite côte à côte est idéal. Dans l'absolu, je prendrais même encore un tout petit peu plus grand pour avoir un petit feu, une poêle et une marmite. Que ce soit un feu de camp, un barbecue simple, un barbecue en dur, ce sera juste une question de confort et de moyens. Par contre, pour l'hiver, un poêle ou une cuisinière à bois, c'est préférable, même si votre foyer extérieur il est couvert, allons-y, vous pouvez tout à fait vous en servir pendant tout l'hiver. Les foyers extérieurs ont été utilisés par les pionniers, les aventuriers et tous nos aïeux en fait pour cuisiner en plein air depuis la nuit des temps. Et personnellement, je pense que c'est pas prêt de changer. C'est quelque chose qui va revenir et qui va revenir fort. Pour rendre la cuisine extérieure possible par tous les temps, même sous la neige ou la pluie, l'utilisation d'une pergola ou juste d'un toit au-dessus d'un foyer. Si vous ne connaissez pas, vous pouvez par exemple aller sur Pinterest et taper ce qu'on appelle des tables à feu médiévales. Et vous allez voir, en fait, c'est tout simplement une table en bois surélevée qui est remplie en fait de sable. Elle peut aussi être faite avec de la brique. Et il y a 2 montants et un toit par-dessus. Et en fait, ça permet de faire la cuisine à hauteur d'homme, de faire du feu à hauteur d'homme. Et c'est une excellente solution pour cuisiner 365 jours par an, par tous les temps. Dans cette partie, on va parler du Dutch Oven et de la batterie de cuisine en fonte en général. Le Dutch Oven, c'est vraiment un atout majeur pour la cuisine au feu de bois. Vous devriez aller voir la vidéo de présentation du Dutch Oven sur la chaîne pour en savoir plus. Mais pour résumer simplement, c'est un matériel qui est solide, rustique, polyvalent. C'est une marmite qui va se transformer en four en fait et qui va permettre d'être à la fois une poêle, à la fois une casserole, une cocotte et un vrai four à bois, le tout dans un seul matériel. Pour ce qui est du matériau, pour le Dutch Oven, comme pour les poêles, les casseroles, les grilles et autres, les petits gaufriers spéciaux pour le goûter, la fonte, c'est le meilleur matériau pour la cuisine directement à la flamme.
Si on se penche sur l'inox, qui peut fonctionner, l'inox va quand même avoir tendance à brûler les aliments, à chauffer beaucoup trop fort les préparations. Et à l'inverse, en fait, la fonte qui est super lourde, super dense, ça va stocker la chaleur, elle va encaisser en fait la puissance de la flamme et elle va répartir la chaleur sur toute sa surface et la restituer beaucoup plus doucement, beaucoup moins agressivement. La fonte, c'est très lourd, c'est du costaud, et c'est ça qui lui donne une capacité à rester chaud vraiment très longtemps une fois qu'elle l'a chauffé. Il n'est pas rare du tout de continuer à cuisiner plusieurs dizaines de minutes, voire même plusieurs heures en fait dans certains cas. Vous avez qu'à me demander lesquels en commentaire, après avoir retiré une marmite en fonte du feu. Et enfin, comparé au grill de barbecue, et ben la batterie de cuisine en fonte, ça reste une batterie de cuisine. C'est une poêle que vous allez poser sur la table du salon, c'est une casserole que vous allez nettoyer dans l'évier. C'est des objets simples qui sont connus de tous, que tout le monde sait utiliser, et en fait, excepté leur poids, ça ne va pas du tout chambouler vos habitudes de cuisine, ça va déstabiliser personne. C'est également une arme de corps à corps redoutable. Bref, faire un steak haché dans une poêle en fonte sur le feu ou dans une poêle en acier sur le gaz, c'est pareil. Et nous, c'est tout ce qu'on veut. Voilà, faire la cuisine la plus normale du monde, la cuisine du quotidien pour une famille, on veut juste le faire sans avoir besoin de personne, ni ne rien devoir à personne. En autonomie, tout seul, chez nous. Pour conclure, la cuisine au feu de bois, c'est vraiment la seule qui permette réellement une autonomie complète. Et c'est exactement pour ça, en fait, qu'elle est pratiquée depuis des millénaires aux quatre coins du monde. C'est la seule option réellement viable en cas de crise, en cas de rupture d'approvisionnement, comme on pourrait en avoir avec le gaz, par exemple, avec ce qu'on voit en ce moment, par exemple, avec la Russie, ou alors avec l'électricité. Et je ne sais pas chez vous, mais moi, je vis dans une région où on a pas mal de coupures hivernales, et c'est de plus en plus fréquent dû à la surconsommation à certaines périodes de l'année. C'est aussi, et on le voit tout le temps, d'année en année, la seule solution vraiment viable pour faire face économiquement à l'augmentation du prix des autres énergies. Si vous voulez mon avis, l'augmentation des prix, elle n'est pas prête de s'arrêter. Donc, pouvoir y faire face efficacement, pouvoir être une famille qui encaisse ce genre de choc, c'est tout ce qu'on a besoin, c'est tout ce qui nous intéresse quand on commence à viser l'autonomie au quotidien dans la vie d'une famille. Pour cuisiner au feu de bois, il y a plusieurs solutions qu'on a vues dans ce podcast, mais même si on en a retenu, un foyer extérieur, couvert par une petite pergola, avec une batterie de cuisine en fonte et au moins un Dutch oven, terminé. C'est vraiment le b.a.-ba, ça suffit, avec ça, vous êtes paré et vous êtes, à mon avis, très, très largement au-dessus du lot de la population au niveau autonomie alimentaire. Avoir du stock, produire de la nourriture, c'est vraiment bien, c'est top. Être en capacité réelle, concrète et raisonnable de la cuisiner, c'est beaucoup, beaucoup mieux. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Dites-nous vos expériences au sujet, la cuisine au feu de bois, vous connaissez pas du tout, ça vous tente, ça vous intéresse, est-ce que vous avez appris quelque chose? Je suis hyper friand d'anecdotes familiales si vous en avez. Un grand-père qui faisait des gaufres, voilà, c'est mon cas, sur le feu de bois à Noël, ou une mamie qui avait sa recette perso d'un ragoût ou d'une potée régionale. Là, putain, on adore tout ce genre de trucs. Donc voilà, si tous ces trucs-là qui sont un peu tradis, qui sont de l'anecdote personnelle et qui tournent autour du feu de bois, de la cuisine au feu de bois, partagez-la en commentaire. Voilà, nous, on adore. Et enfin, voilà, dites-moi également ce que vous avez pensé de ce nouveau format, la version un peu podcast, si ça vous plaît, ce qui vous plaît moins, si je dois envisager d'autres épisodes dans ce style, peut-être plutôt des hors-séries, plus axés sur l'autoproduction, plus axés sur l'autonomie que sur la cuisine à proprement parler. Encore une fois, likez la vidéo, ça m'aide pas mal. Lâchez des petits pouces si vous appréciez l'effort qui est fait sur la chaîne. Et abonnez-vous pour les prochaines publications. Ciao à tous et à bientôt sur Brest des Bois.